Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Guerre en Ukraine à l'heure des négociations entre pression et concession. Ukraine, décryptage du plan de paix de Witkoff et analyse de l'influence réelle de Moscou. Montée des tensions entre Washington et Caracas, Donald Trump brandit à nouveau la menace face au Venezuela. Bonjour à toutes et à tous. La guerre en Ukraine est entrée dans une phase particulièrement délicate, sans doute l'une des plus sensibles depuis le début de l'invasion russe. Ces dernières semaines, Moscou a concentré ses efforts militaires sur la région de Donetsk, consolidant son emprise sur des zones stratégiques qui constituaient jusqu'alors des lignes de défense cruciales pour Kiev. Ces avances militaires renforcent la position du Kremlin sur le terrain diplomatique et ravivent les interrogations sur la capacité de l'Ukraine à tenir dans la durée, notamment à l'approche de l'hiver, dans un contexte marqué par l'essoufflement du soutien européen et par de profondes divisions politiques à Washington. Parallèlement, les États-Unis ont intensifié leur offensive diplomatique. Les émissaires de haut niveau multiplient les échanges avec des responsables russes afin de tenter d'esquisser un cadre susceptible de mettre fin aux hostilités et de limiter les pertes humaines. Si Moscou a laissé entrevoir une ouverture prudente à certaines propositions américaines, les lignes de fracture restent profondes, notamment sur le statut des territoires occupés et sur les garanties de sécurité à long terme. Sur le terrain, les frappes de drones et de missiles se poursuivent à travers l'Ukraine, tandis que le bilan des victimes civiles continue de s'alourdir. Autant d'éléments qui soulèvent des questions centrales pour ce débat. Vers quelle issue le conflit est-il en train d'évoluer? Et la médiation américaine, qu'elle émane de l'administration actuelle ou de la prochaine, peut-elle réellement ouvrir la voie à une fin de guerre? Dans la seconde partie de cette émission, nous reviendrons sur un autre foyer de tension majeure, la dégradation rapide des relations entre les États-Unis et le Venezuela et les dynamiques qui alimentent cette escalade. Pour analyser ces deux dossiers, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le général Mark Kimmitt, ancien adjoint du secrétaire d'État aux affaires politico-militaires, ex-haut responsable du département de la Défense et ancien adjoint au directeur des stratégies et plans du commandement central américain. Nous recevons également le docteur Edmond Gharib, universitaire américano-libanais, professeur à l'université George Washington et chercheur à l'université américaine de Washington, reconnu comme l'un des analystes politiques les plus écoutés dans les médias arabes et américains. Dr. Gharib is a frequent commentator on Arab and US TV channels. Comme chaque semaine, Chris Lapetina sera également avec nous. Chroniqueur de l'émission et directeur de Focus Consulting, il est stratège politique et collabore étroitement avec le Parti démocrate. Mais avant d'ouvrir le débat, place au compte-rendu de notre correspondante Shourouk Diab pour un éclairage sur les relations entre Washington et Moscou, entre bras de fer stratégiques et retenues diplomatiques. Shourouk, c'est à vous. Bonjour Georges. Depuis plusieurs semaines, la scène internationale connaît l'une des tensions les plus vives entre les États-Unis et la Russie depuis la fin de la guerre froide. Le conflit en Ukraine ne se limite plus à un simple affrontement armé. Il est devenu un véritable terrain d'épreuve des volontés, des rapports de force et des limites de la retenue entre deux puissances nucléaires aux intérêts à la fois entremêlés et opposés. À Washington, les décideurs estiment que Moscou tente de contraindre les États-Unis en élargissant ses opérations militaires à l'est de l'Ukraine et en s'emparant de positions stratégiques près de Donetsk et Kharkiv, dans le but de créer de nouveaux faits avant toute négociation éventuelle. Les responsables américains qualifient la stratégie russe d'avancée progressive et calculée, visant à épuiser l'armée ukrainienne et à exposer les limites du soutien
occidentale, notamment après les débats au Congrès concernant le financement de Kiev. La question qui se pose désormais au sein des cercles américains est la suivante. Les actions de Washington relèvent-elles de la dissuasion ou de la retenue? L'administration évite délibérément toute mesure qui pourrait être interprétée comme une escalade directe à l'encontre de la Russie. Comme autoriser l'Ukraine à utiliser des armes de longue portée sur le territoire russe ou envoyer des conseillers militaires sur les lignes de front. À la place, Washington privilégie une approche mixte, combinant un soutien militaire mesuré avec des sanctions économiques progressives, tout en envoyant des messages d'avertissement via l'OTAN, affirmant que toute expansion russe au-delà de l'Ukraine serait confrontée à une réponse collective. De son côté, Moscou perçoit les actions américaines comme un test des limites de sa patience. Les récentes déclarations du Kremlin suggèrent que la direction russe voit dans la politique américaine une tentative de l'entraîner dans un conflit plus large, insistant sur le fait que son intervention en Ukraine est une opération indispensable pour garantir sa sécurité nationale et que le soutien américain à Kiev est la principale cause de l'extension du conflit. À mesure que la bataille se poursuit, la situation s'est transformée en un mélange complexe de tests nerveux et de bras de fer. L'Ukraine se retrouve coincée au milieu, luttant pour tenir bon malgré des ressources limitées, tandis que le monde observe si ce conflit restera un affrontement régional ou s'il deviendra un point de déclenchement plus large entre deux puissances nucléaires. Dans cet équilibre fragile, il paraît que la question essentielle ne réside pas dans la victoire sur le terrain, mais dans la capacité de chaque camp à imposer de nouvelles règles du jeu, sans glisser vers un affrontement direct entre bras de fer et tests de retenue. L'avenir demeure ouvert à toutes les éventualités. À vous, Georges. Merci Shourouk pour cet éclairage. Je me tourne maintenant vers notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, après la consolidation par la Russie de ses récents gains dans la région de Donetsk, assistons-nous à une victoire tactique circonscrite ou au contraire aux prémices d'un basculement stratégique capable de redessiner les rapports de force de l'ensemble du conflit? Je vous remercie, Georges. C'est un nouvel épisode passionnant que je voudrais débuter en réaffirmant ce que nous soulignons régulièrement ici. Nous avons l'honneur d'accueillir les invités, les expérimentés et distingués à Washington. Aujourd'hui, on est un exemple parfait avec deux invités particulièrement bien placés pour aborder les sujets que vous avez évoqués. Lorsqu'il s'agit de la Russie et des États-Unis, il est pertinent de commencer par analyser la manière dont la Maison-Blanche envisage la situation. Parmi les nombreux conflits auxquels le président doit faire face, qui se comptent aujourd'hui parmi 8 ou 9, le conflit russo-ukrainien demeure le plus crucial pour lui, en raison de son impact direct sur la sécurité nationale des États-Unis. C'est également le conflit auquel la majorité des Américains sont particulièrement sensibles et qu'ils suivent de près. C'est pourquoi il a été et demeure une priorité essentielle pour l'administration Trump dans les mois à venir. La question, comme vous l'avez souligné, est la suivante. Où en sommes-nous aujourd'hui et quelle action l'administration Trump peut-elle entreprendre pour mettre fin à ce conflit, ou du moins l'orienter vers une résolution? Il est impératif de reconnaître que ce conflit reste la principale préoccupation et la plus urgente pour l'opinion publique américaine, ce qui en fait une priorité incontestable pour l'administration, car il reflète tout simplement une priorité du peuple américain. C'est un point central. Général, dans quelle mesure la pression qui s'exerce aujourd'hui sur l'Ukraine relève-t-elle de la seule dynamique militaire sur le terrain? Et dans quelle mesure est-elle le produit de l'essoufflement politique en Europe et des divisions de plus en plus marquées à Washington? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité. Je ne suis pas entièrement en accord avec l'idée qu'il existe un avantage tactique significatif pour l'une ou l'autre des parties à ce stade. Je reconnais cependant que la Russie bénéficie d'un avantage stratégique, notamment en ce qui concerne l'impact des bombardements incessants sur les principales villes ukrainiennes qui subissent des frappes nuit après nuit. Toutefois, le peuple ukrainien a démontré une résilience remarquable au cours des dernières années, faisant preuve d'une grande volonté et d'une capacité
capacité impressionnante à endurer une destruction et des pertes humaines considérables. Cela dit, si l'on examine la situation sur le terrain, je ne partage pas l'évaluation selon laquelle la Russie disposerait d'un avantage décisif. De mon point de vue, les Russes mènent essentiellement deux actions. D'une part, ils se battent avec l'espoir de réaliser des progrès avant l'arrivée de l'hiver, car ils savent qu'une fois la saison froide installée, leurs possibilités d'avancer seront limitées. Et d'autre part, le président Poutine pousse ses négociations à se battre sur le plan diplomatique afin d'obtenir ce qu'il perçoit comme un avantage sur le terrain des négociations. Néanmoins, je pense qu'aucune des deux parties ne considère actuellement un avantage clair de l'une sur l'autre, à l'exception peut-être de la détermination inébranlable affichée par le président Poutine. Dr Harib, dans quelle mesure le renforcement de la position de la Russie traduit-il une réelle supériorité militaire sur le terrain et dans quelle mesure résulte-t-il de l'affaiblissement de la capacité de l'Ukraine à tenir à l'approche de l'hiver? Merci pour l'invitation. Il est évident que les Russes ont pleinement conscience des gains considérables qu'ils ont réalisés sur le terrain, tandis que l'Ukraine continue de subir des pertes humaines significatives sur le champ de bataille. La situation actuelle est extrêmement périlleuse. Nous assistons à un conflit qui dure depuis presque 3 ans et il apparaît que l'Occident rencontre des difficultés bien plus grandes que celles envisagées au début de cette guerre. De nombreux pays et dirigeants européens pensaient que la Russie était trop affaiblie pour mener un tel combat et que cette guerre pourrait se conclure par un retour à la situation de la Russie post-soviétique. Cette analyse, à mon sens, était erronée. De nombreuses erreurs ont été commises. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les peuples ukrainiens et russes ont payé un prix lourd. Tout comme l'Occident, en particulier l'Europe, où les divisions profondes traversent la société. Même ici, aux États-Unis, des voix se font entendre, notamment au sein du Parti républicain, appelant à ce que les intérêts des États-Unis soient priorisés. Général Kimmit, la reprise d'un engagement diplomatique américain de haut niveau avec Moscou marque-t-elle une réelle volonté d'ouverture de la part de l'administration américaine? Au contraire, traduit-elle plutôt la reconnaissance que le conflit a atteint un point critique, rendant une intervention de Washington indispensable pour éviter une dégradation irréversible de la situation? Il y a 2 points à souligner. Tout d'abord, j'ai toujours eu un profond respect pour le Dr Harib, mais je suis convaincu que la situation tactique sur le terrain diffère substantiellement. En ce qui concerne votre question sur la dynamique diplomatique, elle me rappelle la diplomatie de navette menée par Henry Kissinger entre l'Égypte et Israël dans les années 70. Actuellement, bien qu'il n'y ait pas de négociation directe entre les deux parties, les États-Unis s'efforcent de jouer le rôle de médiateur pour instaurer un cessez-le-feu. Les deux belligérants ont initialement adhéré à un plan américain comportant 28 points, fortement influencé par la Russie, qui a été réduit à 20 points. Je pense que l'équipe de médiation américaine, composée de Driscoll, Rubio et Witkoff, poursuivra cette diplomatie de navette. Cependant, ce qui me préoccupe, c'est que je crois que les deux parties n'ont pas encore modifié leurs objectifs dans ce conflit, ce qui rendra extrêmement difficile d'atteindre un compromis lors des négociations. Merci pour cette analyse approfondie. Dr Harib, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux freins à l'instauration d'un cessez-le-feu sous médiation américaine? Est-ce avant tout la question des concessions territoriales, le manque de garanties de sécurité crédibles ou plus fondamentalement l'absence de confiance entre les deux camps? Il est évident qu'un manque de confiance profond existe entre les deux parties et c'est l'un des facteurs qui a en réalité conduit au déclenchement du conflit. L'Occident avait promis de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, mais il a violé cet engagement. En 2007 et 2008, Poutine avait averti que l'expansion de l'OTAN serait perçue comme une menace. Mais ce que nous avons observé, c'est une tentative d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'alliance.
La guerre en Géorgie a été un avertissement clair, car la Russie a considéré cette expansion comme une menace existentielle de multiples façons, se sentant ainsi menacée, ce qui rappelle la crise des missiles de Cuba. Ce conflit qui opposait la Russie et Cuba d'une part et les États-Unis sous la présidence de John Kennedy de l'autre aurait pu aboutir à une confrontation directe entre les deux superpuissances. La Russie cherchant à installer des missiles possiblement nucléaires à Cuba. Les États-Unis percevaient cela comme une menace grave pour leur sécurité, une situation similaire à celle ressentie par la Russie dans le contexte actuel. With the Russians, and that's why I think what we are seeing now is there is a chance. I think that aujourd'hui, nous assistons à une opportunité où le président Trump semble chercher à négocier un accord pour mettre fin au conflit, ce qui représente une avancée importante. Toutefois, des résistances persistent aux États-Unis, en Europe et en Ukraine vis-à-vis de ces efforts. Par ailleurs, une inquiétude croissante se fait sentir notamment à travers un rapport récent, peut-être connu du général Kimmito, qui indique que les États-Unis mettront un terme à toute aide militaire directe à l'Ukraine, tout en poursuivant la vente d'armements américains à l'Europe, qui les enverra ensuite à l'Ukraine. Très intéressant. Alors avant de poursuivre cet échange, je vous propose de découvrir cette analyse d'un article du Washington Post intitulé « Zelensky applique les principes de l'art de la négociation ». Il semble que Zelensky ait parfaitement assimilé les principes du livre « L'art de la négociation ». À ce sujet, le Washington Post a publié un éditorial dont l'introduction soulignait que la politique étrangère du président Donald Trump est marquée par son caractère non conventionnel. Trump a fixé des échéances audacieuses, adapté des positions inhabituelles et maintenu ses options ouvertes. Il semblait prêt à abandonner l'Ukraine à travers un plan de paix favorable à la Russie. Mais les Ukrainiens ont rapidement perçu cette manœuvre et ont réagi en conséquence. En ce qui concerne le processus de négociation, après des négociations difficiles à Genève, un accord entre Washington et Kiev a été atteint, semblant plus acceptable. De plus, les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN ne sont plus automatiquement rejetées et Kiev s'efforce désormais de combler les lacunes dans les garanties de sécurité qui avaient été formulées de manière vague. L'éditorial poursuivait en mentionnant que Zelensky est devenu plus habile dans ses interactions avec Trump depuis leur confrontation dans le bureau ovale. Après avoir compris que l'accord initial représentait un danger pour son pays, Zelensky est resté calme et a refusé de s'engager dans des négociations. Trump avait averti que si Zelensky n'acceptait pas un cessez-le-feu, il risquait de devoir continuer la lutte sans le soutien américain. Quant à la position russe, l'éditorial précisait que il ne serait pas surprenant que Poutine se retire d'un accord qui aurait pu préserver la souveraineté de l'Ukraine. L'erreur de Trump, selon l'article, avait été de ne pas frapper plus vite et plus fort son homologue russe. Bien qu'il ait imposé des sanctions sévères aux entreprises pétrolières russes et continué à fournir des armes à l'Ukraine, Poutine se sentait toujours encouragé à poursuivre. L'éditorial concluait en soulignant que les attaques russes continueront d'entraîner une souffrance accrue pour les Ukrainiens cet hiver. Toutefois, les Ukrainiens demeurent un peuple extrêmement résilient. Si la Russie choisit de persister dans le conflit, l'Ukraine est prête à suivre. Il n'y a aucune objection à négocier, à condition que les Américains n'oublient pas qui est responsable de l'embrasement de ce conflit amer. Général, le refus par Moscou des éléments clés des récentes propositions américaines reflète-t-il avant tout la confiance du Kremlin dans ses acquis militaires actuels? Relève-t-il d'un calcul stratégique misant sur l'effet du temps pour renforcer sa position et accroître son levier d'influence?
Permettez-moi de souligner 2 points qui nous amènent au-delà des idées avancées par le Dr Gharib. Il est crucial de se rappeler que James Baker avait posé une condition pour la réunification de l'Allemagne, c'est bien l'engagement des États-Unis à ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Beaucoup de ceux qui ont critiqué l'élargissement de l'OTAN ont mis en avant cet engagement qui demeure une préoccupation persistante en Russie, en plus du mémorandum signé à Budapest en 1994. Toutefois, comme je l'ai mentionné, aucune des 2 parties n'a encore renoncé à ses objectifs fondamentaux dans ce conflit. Zelensky exige la restitution complète des territoires ukrainiens occupés par la Russie, conformément aux promesses de l'OTAN, ainsi que des réparations pour les pertes subies, tout en maintenant ses exigences de manière inflexible. Du côté de Poutine, les objectifs sont tout aussi provocateurs. Il insiste pour conserver la région du Donbass, exige que Zelensky abandonne le pouvoir et que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN. Malheureusement, il convient de comprendre qu'en agissant ainsi, il attaque le principe même de la souveraineté ukrainienne, qui inclut la souveraineté sur son territoire, sa sécurité et son indépendance, et il n'a montré aucun signe de déviation par rapport à ses positions. Honnêtement, je doute qu'il en déviera. Si tel était le cas, cela serait relativement simple à accomplir au regard de ses actions passées. Il a envahi la Crimée en 2014 et l'Ukraine en 2022. Je pense qu'après un certain temps, il poursuivra ses attaques contre l'Ukraine. Ce que nous observons actuellement n'est pas un véritable plan de paix, mais bien une tentative de cessez-le-feu dans le meilleur des cas. Un point très pertinent, autoriser la Russie à conserver les territoires qu'elle a conquis enverrait un signal très dangereux au régime autoritaire à travers le monde. Attaquez votre voisin et vous pourriez garder ce que vous avez pris. Il sera donc crucial de suivre l'évolution de cette situation. Comme vous l'avez souligné, Dr Gharib, il ne s'agit pas seulement de la faisabilité d'un accord de paix, mais aussi du message que nous adressons à ces régimes. Alors Dr Gharib, face à l'intensification quotidienne des frappes de drones et de missiles, l'Ukraine est-elle désormais confrontée à une crise humanitaire émergente qui pourrait pousser les parties à accélérer les négociations diplomatiques plus rapidement que prévu? Je pense que cela reste possible, mais cela dépendra de l'évolution des négociations entre le président Trump, son équipe de négociation et l'équipe russe. Si des progrès sont réalisés, bien qu'il subsiste encore des questions cruciales dans ce conflit, comme l'a souligné le général Kimmit. Premièrement, l'Ukraine pourra-t-elle adhérer à l'OTAN? La seconde question concerne les territoires ukrainiens de l'Est et du Sud, où résident des populations russes. Seront-ils réorientés vers Odessa ou se dirigeront-ils vers Kharkiv? Ce sont des enjeux qui revêtent une importance capitale. Deuxièmement, les Russes accepteront-ils le déploiement de forces européennes à la frontière dans le cadre d'un accord potentiel? Personnellement, je doute de la faisabilité de cela, à moins que la Russie ne soit militairement affaiblie ou vaincue, ce qui semble peu réaliste pour le moment. Le général Kimmit a évoqué la diplomatie d'Henry Kissinger, ainsi qu'une citation souvent répétée par le président Nixon, selon laquelle les États-Unis doivent toujours entretenir de meilleures relations avec la Russie et la Chine qu'avec les relations qu'entretiennent la Chine et la Russie. Je pense que l'une des erreurs commises par les dirigeants de plusieurs pays occidentaux, qu'ils soient européens ou dans une certaine mesure américains en 2022, réside dans le fait que lorsque des négociations ont eu lieu en Turquie et étaient sur le point de déboucher sur un accord, nous avons assisté à l'intervention des Européens et des États-Unis, ce qui a conduit à l'échec de cet accord. Situation. In 2022, there were negotiations in Turkey, and it was very close to reach an agreement. And yet here, that's when we saw the Europeans and the US intervene. Oui, et cela pourrait entraîner des coûts considérables pour les deux camps, ce qui reste évidemment très préoccupant.
Général, je vous pose la même question. Face à l'intensification quotidienne des frappes de drones et de missiles, l'Ukraine est-elle confrontée à une crise humanitaire immédiate qui pourrait contraindre les parties à accélérer les démarches diplomatiques? Je ne suis pas convaincu que le gouvernement ukrainien soit actuellement confronté à une crise humanitaire immédiate. En effet, de nombreux Ukrainiens ne considèrent pas leur situation comme telle. Si une telle crise était effectivement en cours, nous aurions probablement observé un effort considérable de la part des nations européennes pour fournir à l'Ukraine les aides humanitaires indispensables. Cette situation me rappelle l'époque où les nazis ont tenté de créer une catastrophe humanitaire au Royaume-Uni lors d'une bataille qui avait duré 3 ans. Le peuple ukrainien, à l'instar de ce que l'on a pu observer dans d'autres conflits, aspire à la paix. Toutefois, il refuse catégoriquement de sacrifier sa souveraineté et son intégrité territoriale en échange de cette paix. Chris, je voudrais vous demander, la médiation américaine a-t-elle réellement les moyens de conduire à une résolution durable de ce conflit? Ou assistons-nous simplement à un affrontement géopolitique entre Washington et Moscou, dont les enjeux dépassent largement le cadre de l'Ukraine? Bon, pour répondre à votre question, ma première réaction est que j'espère sincèrement que nous parviendrons à une issue favorable. Je crois fermement en la capacité des États-Unis à accomplir ce que de nombreux autres pays ne peuvent réaliser. Toutefois, permettez-moi de revenir sur l'idée soulevée par notre invité à propos d'Henry Kissinger. Si Kissinger occupait aujourd'hui le poste de conseiller à la Maison-Blanche, il soulignerait sans doute que nous faisons face à un problème majeur avec la Chine. En effet, la Chine utilise cette guerre comme un levier indirect contre Washington, en soutenant la Russie et en exerçant une pression diplomatique sur les États-Unis. À cela s'ajoute la question de l'Inde. Au départ, nous nous attendions à ce que l'Inde prenne position en faveur de l'Ukraine, mais elle ne l'a pas fait. Ainsi, nous nous retrouvons confrontés à deux puissances économiques majeures, la Chine et l'Inde, qui, d'une manière ou d'une autre, s'alignent davantage sur la Russie que sur l'Ukraine. C'est un dilemme supplémentaire auquel Washington doit faire face. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez avec nous. Please stay with us. Nous revoilà pour la suite de votre émission depuis Washington. Les relations entre les États-Unis et le Venezuela traversent l'une de leurs phases les plus tendues depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces dernières semaines, l'administration américaine a intensifié la pression sur le gouvernement de Nicolás Maduro après que les services de renseignement ont confirmé une coopération sécuritaire renforcée entre Caracas, Moscou et Téhéran. Parmi les éléments mis en avant figure la présence de conseillers militaires russes et de techniciens iraniens spécialisés dans les drones, opérant sur le sol vénézuélien. Washington perçoit désormais le Venezuela non seulement comme un État défaillant, mais aussi comme une plateforme stratégique pour des puissances rivales dans l'hémisphère occidental. De son côté, la situation interne vénézuélienne se détériore rapidement. Hyperinflation, crise humanitaire grandissante et répression ciblée de l'opposition qui provoquent des flux migratoires massifs vers la frontière sud des États-Unis. A development that President Trump has cited as a direct threat to national security. Le président Trump a qualifié ces développements de menaces directes pour la sécurité nationale et a annoncé une stratégie ferme visant à isoler Maduro. Celle-ci comprend le renforcement des sanctions pétrolières et financières, la mobilisation d'alliés régionaux comme la Colombie et le Brésil, et un soutien à une opposition unifiée capable de faire pression sur le régime. Les responsables américains ont également évoqué des options non militaires pour contraindre Caracas à des concessions. Administration is also reviewing non-military coercive options to force concessions from Caracas. Dans cette seconde partie, nous analyserons l'intensification des tensions et l'influence des puissances étrangères au Venezuela, jusqu'où le président Trump peut-il aller, et ces actions pourraient-elles conduire à la confrontation la plus périlleuse entre les États-Unis et l'Amérique latine depuis des décennies.
Alors Chris, le président Trump considère le Venezuela comme une base stratégique pour la Russie, la Chine et l'Iran dans l'Occident. Quelle est selon vous la crédibilité de cette menace et sur quelles preuves l'administration s'appuie-t-elle pour justifier cette escalade ? Il est indéniable que Maduro incarne un acteur nuisible et qu'il ne constitue pas un allié des États-Unis. On pourrait même avancer qu'il n'est guère un véritable allié pour son propre pays. Quiconque connaît l'histoire des relations entre Washington et l'Amérique latine comprend que cette dynamique est ancienne et profondément enracinée, remontant à des décennies de tensions. On peut en retrouver les premières manifestations dans la crise des missiles cubains et l'ère de Castro, puis dans le conflit des Contras au Nicaragua, pour aboutir aujourd'hui aux mêmes complexités avec le Venezuela. La question centrale désormais est quelle action les États-Unis peuvent-ils entreprendre de manière efficace et cohérente, tout en tenant compte de l'opinion publique américaine. Le président a mentionné la possibilité d'une option militaire qui irait au-delà des opérations limitées en cours, telles que les frappes ciblées contre les bateaux de trafic de drogue. Toutefois, la réalité montre que la Maison-Blanche est parfaitement consciente qu'une confrontation ouverte avec le Venezuela ne jouirait pas du soutien populaire actuel. Par conséquent, l'administration poursuivra une stratégie de mesures discrètes, dans l'espoir que ces actions finiront par porter leurs fruits. En ce qui concerne le Venezuela, bien que Maduro semble plus autoritaire que son prédécesseur, Hugo Chavez, il existe néanmoins des racines culturelles et historiques liées à la démocratie au sein de la société vénézuélienne. Cela ouvre, du moins théoriquement, la possibilité d'organiser des élections libres et transparentes, qui pourraient conduire à la chute de Maduro sans nécessiter une intervention extérieure. Cette perspective contraste avec les expériences passées des États-Unis dans certains pays d'Amérique latine. Docteur Gharib, bien que le président Trump a rétabli des sanctions pétrolières contre Caracas, quelle est l'efficacité réelle de ces mesures alors que le Venezuela dispose de financements alternatifs venant de Chine et de réseaux financiers parallèles ? L'imposition de sanctions a toujours eu un certain impact, mais elles n'ont montré leur efficacité que dans un cas particulier, celui de l'Afrique du Sud durant l'ère de l'apartheid, où un large consensus mondial a permis de mettre en place des mesures contraignantes soutenues par de nombreux pays. Dans ce contexte, les sanctions ont effectivement contribué à un changement de régime et ont eu un effet significatif. Cependant, lorsqu'on examine l'application des sanctions dans d'autres régions, on constate qu'elles ont échoué à renverser des régimes, comme ce fut le cas en Iran ou sous le régime de Saddam Hussein. Même les sanctions sévères imposées à la Syrie n'ont pas abouti à la chute du régime d'Assad, qui est tombé uniquement grâce à l'intervention active de plusieurs pays voisins. Il est donc crucial de prendre ces éléments en considération. En ce qui concerne le Venezuela, les sanctions ont indéniablement eu des effets dévastateurs sur la population, comme cela a été observé dans d'autres pays, sous des régimes sanctionnés. Mais les sanctions à elles seules suffisent-elles à renverser un régime? Le peuple vénézuélien est-il suffisamment mécontent pour initier une révolution ou même un soulèvement populaire contre le gouvernement de Maduro? Je ne suis pas certain de cette issue et cette incertitude me pousse à m'interroger davantage. J'aimerais également connaître l'opinion de mes collègues ici présents. Quelle sera la réaction des pays d'Amérique latine face à cette situation? C'est un point essentiel. Il est crucial de préserver des relations solides et harmonieuses avec nos voisins, comme cela a toujours été le cas historiquement. Nos voisins du Sud n'ont jamais perçu de menace de domination de notre part. Au contraire, nous les avons soutenus et avons mis en place des politiques claires, envoyant au monde le message « Laissez ces nations en paix ». Ainsi, toute action envers le Venezuela doit être comprise par le peuple vénézuélien comme un soutien à leur égard et non simplement comme une opposition au régime de Maduro. Il s'agit de montrer notre appui au peuple, pas au pouvoir en place. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose maintenant de suivre le reportage de notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dasuki. Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ne cessent d'augmenter et il ne s'agit plus d'une simple question isolée, mais d'un enchevêtrement complexe impliquant la géopolitique, l'économie, la sécurité et ce que Washington perçoit comme une menace directe à sa sécurité nationale. Ces dernières semaines, l'administration américaine a intensifié ses opérations maritimes contre les navires vénézuéliens accusés d'être impliqués dans le trafic de drogue à destination des côtes américaines. Washington affirme également que le régime de Maduro est devenu une véritable
véritable plateforme logistique pour les cartels de cocaïne transnationaux, notamment en raison du rôle joué par la garde nationale vénézuélienne et par des groupes armés opérant dans les zones frontalières avec la Colombie. Des rapports récents du Bureau américain de lutte contre les stupéfiants estiment que 60 à 70% de la cocaïne arrivant aux États-Unis transite d'une manière ou d'une autre par le territoire vénézuélien. Ce constat pousse Washington à considérer cet aspect du dossier comme plus préoccupant que la seule dimension politique, en particulier avec l'augmentation dramatique des décès liés aux drogues synthétiques aux États-Unis, dépassant désormais les 100 000 morts. Cependant, certaines analyses estiment que la lutte contre le trafic de drogue, bien que cruciale, n'est qu'une facette de la situation globale. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, avec plus de 300 milliards de barils, ce qui dépasse les réserves de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. Depuis l'imposition des sanctions américaines en 2019, la production pétrolière du pays s'est effondrée, mais a récemment montré des signes de reprise, en partie grâce à un assouplissement relatif des sanctions. Certains observateurs estiment que Washington cherche à redéfinir ses relations pétrolières avec Caracas, non seulement pour sécuriser le marché mondial de l'énergie, mais aussi pour réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole russe. Les États-Unis s'inquiètent également de l'expansion de l'influence de la Russie, de la Chine et de l'Iran au Venezuela. Moscou a conclu ces dernières années des contrats stratégiques dans les secteurs du pétrole et de l'armée, tandis que Pékin a accru sa présence à travers des prêts et des investissements massifs et que Téhéran apporte un soutien technique pour le raffinage du pétrole vénézuélien. Cette alliance tripartite suscite une inquiétude croissante à Washington qui y voit une menace directe pour sa sphère d'influence dans l'hémisphère occidental. Parallèlement, le président américain et son administration insistent sur le fait que le trafic de drogue constitue la principale justification de l'escalade de leurs actions contre le régime vénézuélien. Cependant, de nombreux observateurs estiment que ce sont plutôt les vastes réserves pétrolières du Venezuela qui attirent réellement l'attention de l'administration américaine. Dans les rues américaines, les signes d'opposition à une intervention au Venezuela sont évidents, alimentés par la crainte de revivre les expériences traumatiques en Afghanistan ou en Irak. La question demeure donc, Donald Trump choisira-t-il de poursuivre l'escalade ou bien n'est-il qu'en train de faire monter les enchères dans le cadre des négociations? Adel Dessouki, devant la Maison-Blanche, Medi 1 TV, Washington. Merci Adel. Général, à la lumière de la confirmation par les services de renseignement américains de la présence de conseillers russes et de techniciens iraniens spécialisés dans les drones au Venezuela, Washington s'oriente-t-elle vers une stratégie de containment régional ou sommes-nous face au risque d'une confrontation directe? Je pense qu'il est désormais légitime de s'inquiéter de la présence de conseillers iraniens ou russes, mais il n'y a rien au Venezuela qui puisse véritablement être comparé à l'installation militaire soviétique à Cuba dans les années 60. En ce qui concerne la stratégie de containment, il convient de rappeler que l'Amérique a appliqué une politique de containment depuis l'ère du président Monroe au XIXe siècle, sous la forme de la doctrine Monroe qui stipule que les États-Unis considèrent que les régions voisines ne doivent pas être soumises à l'influence des puissances extérieures. C'est d'ailleurs pour cette raison que les États-Unis ont réagi fermement face à des problèmes qui, à première vue, semblent relativement marginaux. Par exemple, le Panama ne représentait pas une menace stratégique immédiate pour nous, mais les États-Unis y ont déployé des parachutistes. De même, la Grenade ne posait aucun problème majeur, mais des parachutistes y ont été envoyés et des opérations paramilitaires ont été menées pendant des années en Amérique du Sud. Aucun de ces événements ne constituait une menace stratégique directe, mais l'Amérique applique une politique visant à confronter les problèmes à leur source afin de réaffirmer que la doctrine Monroe demeure une pierre angulaire de la politique américaine. C'est un point fondamental. La doctrine Monroe ne se limitait pas à protéger nos intérêts, elle visait également à garantir la sécurité de nos alliés et voisins du Sud. Les mesures que vous évoquez en sont un bon exemple. Il ne s'agissait jamais de contrôler ces pays, mais de veiller à ce qu'ils restent à l'abri de toute ingérence ou influence extérieure. Dr Harib, l'administration américaine dispose-t-elle d'une stratégie claire pour orchestrer une transition politique au Venezuela ou son approche se concentre-t-elle principalement sur l'affaiblissement du régime Maduro sans prévoir les étapes suivantes? Votre question est pertinente. C'est une question pertinente, bien que difficile à répondre de manière définitive. Il est indéniable que l'envoi de 17 000 soldats américains à Porto Rico et le déploiement d'un porte-avions soulèvent des interrogations légitimes quant à la possibilité d'une invasion américaine. Cependant, le fait que le président Trump ait cherché à établir un dialogue avec Maduro représente un développement significatif. Il est possible que certains de ses conseillers lui aient signalé les conséquences potentielles de telles
action. Ou peut-être que le président Trump a tiré cette conclusion par lui-même. La véritable question réside dans le fait de savoir si cette démarche vise à exercer une pression sur le régime afin de modifier ses politiques, avec l'espoir qu'une élection supervisée par l'ONU ou la communauté internationale puisse se tenir, ouvrant ainsi la voie à un changement pacifique du régime. Ou bien s'agit-il d'un prélude à une intervention militaire? À mon sens, une telle action va entraîner des répercussions négatives considérables, tant pour les populations de la région que pour les États-Unis. Général, j'ai une question pour vous sur le plan militaire. Selon votre analyse, quels sont les principaux risques potentiels dans cette situation? À mon avis, il reste crucial de défendre le principe de la doctrine Monroe, ce qui paraît logique, mais notre priorité est d'éviter tout engagement pouvant entraîner des pertes humaines américaines, ainsi que des victimes au Venezuela. J'aimerais donc que vous nous exposiez les risques stratégiques et tactiques, ainsi que les différents scénarios possibles à la lumière des options actuellement envisagées. Ce que je tiens à dire, c'est que j'espère que nous avons tiré les leçons de nos expériences passées concernant l'envoi de troupes au sol au cours des 20 dernières années. Je me souviens qu'en 1989, Joe Biden avait cherché à promouvoir une intervention internationale en Amérique latine afin de lutter contre les trafiquants de drogue terroristes. Heureusement, l'administration actuelle adopte une approche plus mesurée. Sur le plan stratégique, ce qui se passe ressemble à une tentative de pression diplomatique. Cela fait écho à la célèbre maxime de Roosevelt: parler doucement, mais porter un gros bâton. Dans ce contexte, nous parlons fort tout en brandissant ce bâton. Toutefois, je ne crois pas que le déploiement d'une fraction de forces navales américaines dans les Caraïbes indique un projet d'invasion imminent. J'espère que ce déploiement envoie un message très clair à toutes les parties cherchant à semer le chaos dans la région, en particulier à Maduro, lui signifiant que son temps est compté et qu'il doit partir. Cependant, je continue de penser et j'espère sincèrement que lorsque le président Trump évoque la possibilité d'une attaque terrestre contre le Venezuela, il fait allusion à l'utilisation de forces aériennes tactiques telles que des drones et des bombardiers. Il a raison de souligner que le combat terrestre est bien plus complexe que le combat maritime, car nous sommes confrontés à des navires ultra rapides utilisés pour la contrebande, tandis que les installations de production de drogue et les routes terrestres des trafiquants sont des cibles fixées, bien plus faciles à repérer et à frapper par des moyens aériens. Permettez-moi de reformuler cela de manière assurée. J'espère que nous ne serons jamais contraints d'utiliser nos forces aériennes et de toute évidence, je ne pense pas que nous soyons proches d'un point où nous déploierons des forces au sol afin de renverser le régime, car nous avons évolué au-delà de ces pratiques. En outre, il est clair que Trump, qui a vivement critiqué l'invasion de l'Irak au cours des 2 dernières décennies, n'omettra pas cet aspect lorsqu'il considérera les forces que son secrétaire à la Défense pourrait souhaiter déployer. Donc Chris, dans quelle mesure la crise interne au Venezuela, inflation galopante, répression et migration massive influence-t-elle la politique américaine et comment ces facteurs s'inscrivent-ils dans le cadre plus large de la compétition géopolitique avec Moscou et Téhéran? Merci, George. Votre question soulève 2 points essentiels. Le premier concerne les crises internes auxquelles le Venezuela fait face. Crises qui ont conduit à des vagues migratoires massives vers les États-Unis. Cela représente un enjeu majeur dans la prise de décision américaine. Le second point porte sur la présence croissante des adversaires des États-Unis au Venezuela, ce qui suscite des préoccupations croissantes à Washington. Toutefois, ce qui ressort de votre question, c'est l'absence de mention du trafic de drogue, un problème auquel le Venezuela semble étroitement lié et qui justifie en grande partie l'intensification des actions de l'administration américaine. L'argument central sur lequel Washington s'appuie actuellement, soutenu par plus de 20 frappes menées, est la lutte contre le trafic de drogue. Le général a évoqué le cas du Panama, où les États-Unis ont mené une opération militaire et ont renversé le dictateur en place, principalement en raison de son implication dans le trafic de drogue.
Cependant, cette intervention n'a pas permis de résoudre le problème du trafic de drogue aux États-Unis. Par conséquent, Washington comprend que mener une guerre pour contrer le trafic de drogue n'est pas une solution efficace et que les chances de succès sont extrêmement limitées. En réalité, ce n'est pas la véritable réponse au problème de la drogue sur le sol américain. C'est un point essentiel. Alors avant de continuer notre discussion, prenons un moment pour découvrir ce reportage réalisé par notre équipe de production qui met en lumière les piliers de la stratégie américaine en Amérique latine. La politique américaine envers l'Amérique centrale et latine repose sur un ensemble de principes stratégiques constants qui n'ont guère évolué depuis plus d'un siècle, malgré les changements d'administration et les crises successives. Pour Washington, cette région constitue la profondeur géographique immédiate des États-Unis, ce qui en fait un enjeu central pour la sécurité nationale américaine. L'une des priorités majeures reste d'empêcher les puissances rivales telles que la Russie, la Chine et l'Iran d'établir une influence durable dans cette zone. Les États-Unis considèrent toute avancée géopolitique dans cette région vitale comme une menace directe à leurs intérêts économiques et militaires. C'est pourquoi Washington met un accent particulier sur le soutien au gouvernement allié et sur une coopération renforcée avec eux, notamment en matière de sécurité, de gestion des frontières et de développement économique. Une autre priorité constante est la lutte contre l'immigration illégale et le crime organisé transfrontalier, car les pays d'Amérique centrale représentent une source majeure de migrants vers les États-Unis, tout en étant des acteurs clés dans les réseaux de trafic de drogue. Dans cette optique, Washington adopte une approche duale, soutenir un développement économique ciblé pour limiter les causes profondes de la migration, tout en consolidant la coopération sécuritaire et en matière de renseignement pour démanteler les réseaux criminels. Sur le plan économique, les États-Unis continuent de promouvoir la libéralisation des échanges et de renforcer les liens commerciaux avec la région, notamment à travers l'intégration des économies d'Amérique latine dans le marché américain. L'accord de libre-échange nord-américain aujourd'hui remplacé par l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ainsi que d'autres accords en Amérique centrale, illustrent la volonté de Washington de diminuer l'influence grandissante de la Chine, devenue le principal partenaire commercial de plusieurs pays du continent. Enfin, la stratégie américaine inclut également un soutien à la démocratie et aux droits de l'homme, bien que ce principe soit appliqué de manière parfois inégale, en particulier envers certains pays jugés essentiels dans la lutte contre la drogue ou pour le contrôle des frontières. Général, comment le président Trump coordonne-t-il ses actions avec les principales puissances régionales comme la Colombie et le Brésil? Et une alliance renforcée en Amérique latine pourrait-elle amener Maduro à revoir ses stratégies? Je pense que c'est une question très pertinente et la réponse est que je ne suis pas certain que nous ayons une vision claire à ce sujet. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les médias américains diffusent chaque soir des images d'explosions de bateaux rapides. Nous ignorons également quelle stratégie globale Marco Rubio et son équipe au Conseil de sécurité nationale et au département d'État adoptent, car la diplomatie discrète qu'ils mènent ne génère pas de gros titres spectaculaires. Cependant, j'espère sincèrement que nos ambassadeurs dans la région, à l'exception du Venezuela, transmettent au gouvernement latino le message que les pays d'Amérique latine ne sont pas nos ennemis, mais des alliés, que le régime de Maduro ne peut perdurer. Ces nations joueront un rôle crucial après la chute de Maduro. Si nous négligeons cette démarche, le régime qui lui succédera pourrait devenir un problème pour les États-Unis, générant ainsi de nombreux ennemis dans la région qui ne l'étaient pas auparavant, notamment si ces pays ne sont pas associés au processus de solution et n'ont pas le sentiment d'avoir un rôle à jouer. Dr Gharib, la Maison-Blanche a évoqué l'exploration d'options non militaires. Selon vous, quel levier concret Washington pourrait-il actionner pour aller au-delà des sanctions classiques, tout en évitant le recours à la force? Il est évident que Washington dispose de nombreuses options à explorer. L'une d'entre elles, bien entendu, reste l'usage des sanctions, que nous avons vu se renforcer au fil du temps. Parallèlement, une autre opportunité semble émerger, comme le rapporte la presse, l'arrivée d'éléments des services de renseignement américains au Venezuela.
Travaillons à mobiliser les forces d'opposition et peut-être à mettre en place un scénario visant à placer une nouvelle figure à la présidence. Un autre point soulevé par le général Kimmitt est l'importance du rôle joué par les pays voisins du Venezuela ainsi que par les autres nations d'Amérique latine. À l'heure actuelle, il n'existe aucun soutien dans cette région pour l'idée d'une intervention militaire américaine visant à renverser le régime vénézuélien. Environ 70% des Américains y sont également opposés. Et sans un soutien populaire suffisant, d'autant plus en l'absence de toute déclaration du Congrès américain à ce sujet, il est impensable d'engager une guerre sans activer la législation sur la guerre et consulter le Congrès. Par conséquent, les États-Unis doivent d'abord réfuter les accusations selon lesquelles leur intérêt pour le Venezuela serait motivé par sa richesse pétrolière et par les ambitions des entreprises américaines dans ce secteur. Bien que le Venezuela détienne les plus grandes réserves de pétrole au monde, l'extraction de ces ressources reste extrêmement coûteuse. Il est donc crucial que les États-Unis envoient un message clair et cohérent, montrant qu'ils ne cherchent pas à dominer l'Amérique latine, ni à s'approprier les ressources des pays les plus vulnérables. Général, la ligne dure adoptée par Trump pourrait-elle, au contraire, rapprocher encore davantage le Venezuela de la Russie et de l'Iran, aggravant ainsi les défis sécuritaires au lieu de les contenir? En résumé, je dirais que non, il ne s'en inquiète pas et qu'il ne devrait pas, car il est manifeste que cette situation sera résolue dans un avenir proche. Général, au final, l'administration Trump vise-t-elle à renverser le régime, à encourager une transition pacifique ou à mettre en place une politique de confinement à long terme? Et comment chacune de ces approches pourrait-elle remodeler l'influence américaine en Amérique latine? Je pense que les deux dernières options mentionnées dans votre question seront les plus probables. Je ne crois pas que le changement de régime soit un objectif que l'Amérique latine poursuivra en déployant des troupes au sol. Bien que nous souhaitons un changement de régime, nous préférions que ce soit le peuple vénézuélien qui en soit l'instigateur et non des forces extérieures, car toutes les autres démarches ont échoué. Comme l'a souligné le Dr Gharib, les sanctions n'ont pas produit les résultats escomptés. L'exemple le plus frappant demeure l'Iran qui, malgré sa situation précaire, n'a pas atteint un point de rupture. Nous espérons donc parvenir à une solution par le biais de négociations avec nos partenaires régionaux. Si les peuples de la région sont prêts à s'engager, cela serait sans doute positif, tout comme si le peuple vénézuélien manifestait également son désir de changement. Toutefois, cela pourrait s'avérer être une espérance plus grande que la réalité. Mais une chose est certaine, je souhaite que nous évitions l'envoi de nos troupes sur le sol vénézuélien. Merci, Général, pour votre intervention très éclairante. J'espère sincèrement que votre analyse se confirmera dans les faits. Merci également à vous pour votre attention. Vous pouvez continuer de nous suivre sur les plateformes de Média TV. Nous adressons nos remerciements également à nos invités, le général Mark Kimmitt, le Dr Edmond Gharib et Chris Lapetina, notre chroniqueur. Nos remerciements vont également à nos correspondants Shourouk Diab et Adel Dessouki à la Maison-Blanche. Un grand merci enfin à toute l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode depuis Washington.